Bienvenue dans cette vidéo qui s'inscrit dans la continuité de la leçon 12.1 où nous avons défini le rôle, la structure et les protocoles de la couche 2. Nous avons vu par exemple que l'information est représentée sous forme de trame et que chaque trame utilise comme système d'adressage l'adresse MAC. À quoi ressemble une trame circulant dans un câble Ethernet ou dans un réseau sans fil? Quel est le rôle de chaque champ? Un commutateur peut-il envoyer des trames de taille supérieure à celle recommandée? Pourquoi? Nous allons décrypter la trame Ethernet tout au long de cette leçon. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. À la fin de cette leçon, vous comprendrez non seulement la structure de la trame Ethernet, mais aussi le rôle de chaque champ et surtout les tailles que peuvent avoir une trame et des exemples de trames avec les tailles minimales, classiques ou des jumbo frames. Reprenons le message que nous avons constitué au niveau de la couche réseau lorsque nous examinions la structure d'un paquet. Nous avons vu que chaque paquet était constitué d'une en-tête, puis de l'encapsulation du segment provenant de la couche transport. Ce processus d'encapsulation va se poursuivre et chaque paquet va être encapsulé dans une trame Ethernet, Wi-Fi ou toute autre technologie de couche 2 utilisée. Le résultat va ressembler à ceci sur un réseau filaire Ethernet. Une trame Ethernet débute par le préambule, qui est utilisé pour la synchronisation entre deux équipements connectés. Même si aucune donnée n'est échangée, ces bits de synchronisation sont continuellement échangés pour signifier le fait que la liaison physique est fonctionnelle et s'assurer que les horloges des deux équipements battent de façon synchrone. C'est toujours une suite de 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Comme vous pouvez le voir ici. Lorsqu'un changement s'opère, nous passons alors à la séquence 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, qui correspond au SFD. C'est la fin du SFD ou Start Frame Delimiter qui marque le début de la trame. On peut observer que l'octet sur son bit de poids le plus faible passe de 0 à 1. Quand nous calculons la taille d'une trame Ethernet, nous ne prenons pas en compte le préambule et le SFD. C'est pourquoi le graphique qui illustre les tailles minimales et maximales commence au niveau de l'adresse MAC de destination. À ce stade, nous pouvons déjà retenir que la taille minimale d'une trame Ethernet est de 64 octets. Une question se dégage. Quel type de trames peuvent avoir une longueur de 64 octets? Ou quel type de données de couche 3 sont encapsulées dans une telle trame? Voici quelques exemples. Une requête APP. Lorsqu'une machine veut communiquer avec sa passerelle ou un serveur sur le même réseau local pour la première fois, elle ne connaît pas son adresse MAC. Elle ne connaît pas l'adresse MAC de la machine destination évidemment. Elle émet alors une requête APP qui envoie un message à toutes les machines du réseau local. Celle qui va identifier son adresse IP dans la trame va répondre par une réponse APP. Nous reviendrons sur cette notion très importante avec plus de précision dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Nous avons également les messages d'écho, ping, les messages d'accusé de réception TCP, three-way handshake,
que nous avons vu dans la leçon sur la couche transport, que vous pouvez regarder à nouveau sur notre chaîne. Et aussi les paquets de mise à jour de routage ou de gestion de l'état des liaisons que nous pouvons citer comme exemple. Viennent ensuite dans l'ordre l'adresse MAC de destination, puis l'adresse MAC de l'autre source. Ces adresses permettent d'identifier respectivement la destination et la source de la trame au niveau du réseau local. Nous reviendrons plus loin sur la structure des adresses MAC. Nous avons par la suite le champ EtherType qui identifie le protocole de couche 3 qui est encapsulé dans la trame. Comme exemple, nous avons 0800 pour les paquets IPv4. Le 0x avant signifie que l'information est en base 16. 0806 pour les requêtes app. 8100 pour les VLAN, etc. Lorsque l'EtherType indique la présence d'un VLAN avec la valeur 8100, un nouveau champ de 4 octets vient s'ajouter avant l'EtherType pour donner une trame de 1522 octets. Examinons une trame Ethernet avec le champ VLAN tag. Dans les réseaux d'entreprise, les trames appartiennent à un réseau local virtuel ou VLAN. La trame de 1518 octets que nous venons de voir a été modifiée pour l'ajout du VLAN tag comme vous pouvez le voir en encadré. De longueur 4 octets, il contient les informations suivantes. Le TPID sur 16 bits ou 2 octets, qui signifie Tag Protocol Identifier, indique une trame qui porte des informations de VLAN. Une valeur de 8100 indique un VLAN du standard 802.1Q, alors que la valeur 88A8 indique un VLAN utilisé par les fournisseurs d'accès pour faire transiter le trafic client sur leur réseau d'un site A à un site B. Les tags 88A8 sont souvent combinés avec MPLS et les VRF que nous verrons dans la formation CCNP. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Examinons à présent le prochain champ qui est le PCP ou Priority Code Point. Sur 3 bits, il permet de définir la priorité de la trame ou encore la qualité du service QoS. Les priorités vont de 0 à 7, 7 étant la plus élevée. Par exemple, un trafic voix aura une priorité de 5 car il faut éviter la latence. Les applications dites critiques auront une priorité de 3. Le streaming vidéo, comme du Netflix, aura une priorité de 2. Le routage, une priorité de 6. Évidemment, le trafic web n'est pas celui qui est priorisé. Il est en best effort et c'est la valeur par défaut. Notons avant de terminer avec le champ PCP que le trafic de background est de priorité 1, mais en pratique, il est moins prioritaire que le trafic de priorité 0 car une tâche de fond ne doit pas empêcher une page web de s'afficher par exemple. Le trafic web est délivré par défaut avec une priorité best effort ou 0. Pour sortir de cette notion de priorisation du trafic, le champ DSCP au niveau de la couche 3 permet également d'accorder une priorité au trafic réseau. Vous pouvez regarder notre vidéo sur le paquet IPv4 pour plus de détails. Le champ DEI ou Drop Eligible Indicator. Sur 1 bit, si sa valeur est égale à 1, alors la trame est éligible au drop, c'est-à-dire peut être rejetée en cas de congestion. Une valeur de 0 indique évidemment le contraire.
Le champ VLAN ID qui tient sur 12 bits signifie que le nombre max de VLAN que nous pouvons avoir est de 4096 ou 2 puissance 12, soit de 0 à 4095. Ce champ permet, lorsqu'il est défini, d'identifier le numéro du VLAN auquel appartient la trame. Les réseaux locaux virtuels définissent et organisent le trafic dans les entreprises. Nous reviendrons largement sur ce point tout au long de la formation. Regardons à présent un exemple de trame tel que nous l'avons dans les réseaux d'entreprise. Vous avez ici un exemple de trame Ethernet avec positionné des exemples de valeurs. Nous remarquons que le TPID est 8100, ce qui signifie que nous avons une trame Ethernet portant un VLAN I3E 802.1Q. Le PCP a pour valeur 5. C'est un trafic de voix IP avec donc une priorité de 5. Le bit de drop est à 1. Cette trame ne peut être abandonnée en cas de congestion. C'est une trame qui appartient au VLAN 100. Le champ EtherType est à 0800, ce qui signifie que c'est une trame qui encapsule un paquet IPv4. Poursuivons cette leçon avec les Jumbo Frames, ce que j'appelle les trames de centre de données. Vous n'imaginez pas que les commutateurs que nous avons dans les couches cœur de réseau ou dans les centres de données, les data centers, échangent les données avec des trames de 1522 octets. Que non. Avec des vitesses pouvant atteindre 800 gigabits par seconde, comme le Cisco 9364E, les interfaces peuvent être configurées pour permettre aux équipements de transporter jusqu'à 9216 octets de données dans une seule trame. Ces trames sont appelées des Jumbo Frames. Nous verrons en pratique quelles sont les interfaces d'une architecture réseau que nous devons configurer pour avoir un réseau optimal. Ensuite, nous avons le champ données ou payload qui contient les données provenant de la couche réseau, notamment le paquet encapsulé comme nous venons de le voir. Le paquet encapsulé pouvant avoir une taille de 1518, 1522, voire 9216 octets, 9238 pour le cas des Jumbo Frames. Par la suite, nous avons le champ padding ou bourrage. Si la trame fait moins de 64 octets, soit un paquet de moins de 46 octets, comme nous l'avons vu précédemment, taille minimale requise pour permettre la détection d'une collision dans les réseaux Ethernet CSMA-CD, alors une suite de bits à 0 est ajoutée à la trame pour atteindre la taille minimale obligatoire de 64 octets. Bien sûr, 64 octets hors préambule plus SFD. Enfin, nous avons le champ FCS ou Frame Check Sequence qui contient un code de détection d'erreurs calculé sur la base du contenu de la trame. Ce code permet au destinataire de détecter si la trame a été corrompue pendant le transport. Si c'est le cas, la trame est abandonnée sans notification aucune à l'émetteur. En effet, Ethernet détecte les erreurs, mais ne les corrige pas. La correction est assurée par les couches supérieures, principalement la couche transport avec le protocole TCP. La vidéo qui explique le fonctionnement de cette correction fait partie de la liste des vidéos consacrées à la série CCNA que vous êtes en train de consulter en ce moment. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo, de cette leçon. Nous avons disséqué la trame Ethernet et décrypté chacun de ses champs. Aucun secret désormais lorsqu'on vous parlera de la trame Ethernet. Dans les prochaines vidéos de cette série, nous traiterons de la trame Wi-Fi et de l'adresse MAC avant de reprendre avec une série de vidéos pratiques. Restez connectés, abonnez-vous
Activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'était Monsieur P.